Bonjour Jean. Bonjour Chris. Alors une première question personnelle. Quand je t'ai rencontré en 2013 dans une librairie sur Rennes-le-Château, nous avons sympathisé immédiatement, mais à ce moment-là, je n'avais lu aucun de tes livres. J'ai commencé par Seth, le Dieu maudit, ensuite Imperator, Lovecraft et le Royaume du Graal. Et ce qui me frappe, c'est le décalage qu'il y a entre ta personnalité accessible, fluide, d'une franchise parfois déconcertante, et ta narration très dense, complexe, où il faut déployer beaucoup d'efforts pour en extraire le sens. Et puis des fois, on a du mal à comprendre où tu veux en venir. Et donc pour ce qui est de très modestement de mes œuvres complètes, bon, il faut d'abord définir en deux mots de quoi il s'agit. Hein. Moi, je ne tire rien de mon propre fond, hein, ce qui ne présenterait aucun intérêt. Commencer par moi. Hein. Je reprends dans le jargon actuel, dans le jargon intellectuel à la mode, il y a un mot que je reprends volontiers à mon compte, c'est celui de passeur, parce que je le trouve joli et qu'il rend bien compte de ce que je fais. Hein. Passeur, alors tu vas me dire, qu'est-ce que tu passes? Eh ben, je passe du moins mal que je peux, en mettant le moins d'obstacles possibles entre le message et puis le lecteur, quelque chose que je tire de l'œuvre guénonienne, hein, qui n'a rien à voir avec la mienne, je veux dire, sur le plan qualitatif, et, hein, c'est un tout autre niveau, je veux dire, bon. Et ça a été, l'œuvre de Guénon a été pour moi une révélation qui a déterminé la suite de ma carrière, hein, à la fois sur le plan littéraire, puis d'abord sur le plan personnel, et puis ensuite sur le plan littéraire. Alors, Guénon, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler? Alors, c'est quelqu'un qui a remis en lumière, pour les Occidentaux, qui l'avaient oublié, disons à la louche, hein, très simple depuis 3 siècles, hein, c'est-à-dire depuis que le rationalisme et le matérialisme se sont emparés des esprits, hein, et nous ont menés là où nous sommes. Hein. Alors pour ceux qui ne supportent pas justement cette prison étouffante du matérialisme pratique où nous sommes, et qui aspirent à autre chose, hein, disons en utilisant des grands mots, qui aspirent à une quête spirituelle, etc., c'est vraiment vers Guénon. Encore une fois, je ne suis pas un type à Hyde Park juché sur sa caisse à savon qui harangue les foules, mais puisque tu me poses la question, je veux dire, s'il y a un auteur à lire pour tous les chercheurs d'absolu, c'est vraiment Guénon, hein, parce que bon, avec une rigueur, une intransigeance, il nous a donné des bases, des critères, on l'a appelé la boussole infaillible. Alors bon, j'aime pas beaucoup cette terminologie un petit peu pompeuse, grandiloquente, mais bon, il y a quand même de ça. Et il a épargné à beaucoup les pièges qui sont tendus aux chercheurs de vérité, c'est-à-dire les pièges des sectes, du néo-spiritualisme, hein, tous les à côté, les végétations parasites qui s'enroulent autour de l'arbre de la tradition. Donc il a remis en lumière des choses absolument intangibles, incontournables. Et tout ça, ça constitue une grille de lecture merveilleuse pour comprendre le monde dans lequel on vit et surtout le monde dans lequel on va vivre, hein, si Dieu nous produit. Et donc voilà. Alors à mon très modeste niveau, ma tâche, ça a été celle-là, d'appliquer la grille de lecture guénonienne à des événements, à des événements ou à des phénomènes de société, que ce soit les ovnis, que ce soit Rennes-le-Château, etc. Mon fond, si je puis dire, c'est l'œuvre de Guénon. Hein. Ça permet de baliser, de semer des petits cailloux blancs qui nous empêchent de nous égarer, tu vois. Et voilà comment je fonctionne. Hein. Alors avant de venir, j'ai relu Le Royaume du Graal, dans lequel tu associes donc Rennes-le-Château à un haut lieu initiatique très ancien, destiné à jouer un rôle eschatologique, à savoir fin des temps, révélation. On dirait aujourd'hui un nouveau paradigme, ce qui rend justement la grille de lecture de cet ouvrage publié en 1992 très actuelle. Alors pourquoi précisément Rennes-le-Château? Alors il va falloir reprendre les choses un petit peu beaucoup en amont, Chris, pour rendre les choses intelligibles, oui. Hein, parce que là, je veux dire, on a tout. Hein. On a Rennes-le-Château au cœur de l'eschatologie. Oui. Donc, voilà. Et alors, je me trompe peut-être, hein, tu me le diras, mais à mon avis, on peut exposer les choses très simplement. Alors après, bon, quand on a le squelette, on peut mettre toute la chair qu'on veut autour, on peut... Mais voilà, là, j'en reviens à mon dada, si tu veux, à avoir des lignes de force
qui nous empêchent de nous égarer. Hein. Donc, on va commencer par le symbole le plus universel et le plus ancien, qui est le pilier cosmique, l'axe du monde, hein, qui appartient à toutes les traditions et qui est généralement représenté par un arbre. Hein, le chêne des Celtes, le frêne des Nordiques, hein, bon, c'est normal, hein, bon. C'est la représentation la plus immédiate, hein, qu'on peut trouver pour l'axe qui relie le pôle terrestre au pôle céleste. Hein. Alors ça, c'est vraiment le symbole des symboles. C'est le plus primordial, l'universel. Bon, c'est facile à comprendre. Hein. Bon, si on aspire à la spiritualité, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter justement d'où on est, c'est-à-dire du pôle terrestre, au pôle céleste, où est censé se trouver notre source, d'où nous venons tous et où nous aspirons tous à retourner. Hein. Pour le dire très simplement, au ras des pâquerettes, la spiritualité, c'est ça en définitive. Bon. Donc, la géographie sacrée, qui est l'application de ce symbolisme cosmique à notre planète Terre, si tu veux, l'équivalent symbolique, l'analogie de ce pilier cosmique, de cet axe du monde, qu'est-ce que c'est pour un territoire donné? C'est le méridien. Hein, on est d'accord. C'est la version horizontale, si je puis dire, de la verticalité représentée par l'axe du monde. Hein. Parce que le méridien, il relie le pôle nord au pôle sud. Donc c'est exactement ça, analogiquement c'est la même chose. Bon. Par hypothèse d'école, je dis par hypothèse d'école parce que s'il fallait expliquer pourquoi la France, là on n'en sortirait pas. Hein. Donc voilà, c'est un thème à développer. Bon, puisque tu me fais l'amitié de parler du royaume du Graal, bon, si on a le courage de s'y plonger, bon, on peut y aller parce que là, j'ai fait l'effort, si tu veux, d'expliquer pourquoi la France, justement. Donc, on fait comme si on était d'accord sur le fait que la France était un territoire privilégié. En dehors, bien sûr, j'insiste lourdement, de tout préjugé nationaliste, etc. C'est absolument pas de ça qu'il est question. Hein. Mais comme les choses, quand je dis les choses, l'eschatologie, hein, doit bien se passer quelque part. Bon, il se trouve que pour moult raisons, encore une fois, que j'ai essayé d'exposer dans le royaume du Graal, la France est un endroit privilégié. C'est ça bien sûr, mais c'est un endroit privilégié. Bon, quand on a admis ça, encore une fois par hypothèse d'école, hein, je prêchais rien du tout, eh ben, on retrouve l'analogie de notre pilier cosmique qui est le méridien de Paris. C'est le méridien de Paris. Le méridien de Paris. Hein, c'est l'analogue de notre pilier cosmique. Hein, parce que si tu le prolonges, bah, il relie celui qui a été tracé pour le 14. Absolument. Mais bon, c'est pas parce qu'il a été tracé à un moment donné, si tu veux, qu'il ne préexistait pas et qu'il n'avait pas, de toute éternité, l'importance symbolique hein, qui va expliquer maintenant pourquoi règne le château. Hein. Les réalités de la géographie symbolique, bon, elles peuvent être, si tu veux, officialisées en quelque sorte à une période donnée, hein, par exemple la définition du méridien, mais elles n'attendent aucune, je veux dire, il n'y a pas de point de départ, si tu veux, à partir duquel elles deviennent opératives. Hein. Elles sont ou elles ne sont pas. Et si elles sont, elles le sont de toute éternité, elles ont été reconnues par des populations qui n'avaient pas la notion de ce que pouvait être un méridien de Paris ou de Greenwich, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'était simplement un axe qui était reconnu. Donc tu fais référence à la tradition primordiale. Ah, je fais référence bien sûr à la tradition primordiale. Donc, il se trouve que Rennes-le-Château, à très peu près, hein, on ne va pas chipoter, il jalonne ce méridien de Paris. Bon. Et il est pour ce qui est de la géographie sacrée française, encore une fois j'insiste, hein, disons que la France est un espace privilégié, bon, il est à la base de ce méridien. Rennes-le-Château, hein, c'est à la base de ce méridien. Bon. Alors, si on prend une autre analogie, celle de après avoir pris l'analogie macrocosmique, hein, l'analogie de la géographie sacrée, si on en prend une troisième, celle qui nous concerne nous directement, chercheurs de vérité, bon, l'équivalent du pilier cosmique ou du méridien, pour nous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est évidemment la colonne vertébrale. Bon. Et il se trouve que dans toutes les traditions, au bas de la colonne vertébrale, c'est-à-dire analogiquement à l'endroit où est Rennes-le-Château, au bas du méridien de Paris, tu vois, hein, j'insiste, mais bon, l'analogie me paraît tellement flagrante que ce serait dommage de s'en priver.
Au bas de notre colonne vertébrale, on a, alors c'est symbolique encore une fois, on ne le voit pas au microscope, on est bien d'accord, c'est des réalités subtiles. On a un germe d'immortalité, et il est présent dans toutes les traditions. Les juifs l'appellent le luz, les musulmans le hadjam, c'est aussi le caillou blanc de l'Apocalypse de Saint Jean, voilà. C'est toujours. Et pourquoi on appelle l'os sacrum justement? C'est pas pour rien quand même, tu vois. Donc on a au bas de notre colonne vertébrale un germe d'immortalité, alors qui est censé, si on y croit, être le point de départ de notre corps de gloire, de notre corps glorieux, de notre corps de résurrection, si tu veux. Hein. Alors c'est un germe qui n'est, qui est impérissable. Hein. C'est pour ça qu'il se présente sous la forme d'un caillou indestructible. Hein. Bon. Et donc, en nous, c'est la particule qui est garante de notre immortalité, en quelque sorte. Hein, puisque c'est de là que sortira notre corps de résurrection, notre corps de gloire. Si tu veux, c'est en nous la particule symboliquement la plus importante. Donc, tu me dis, pourquoi Rennes-le-Château? Rennes-le-Château, hein, déjà on peut commencer à le deviner, il occupe au bas de la colonne vertébrale de la France, qui est le méridien de Paris, la même position que ce luz des juifs, que ce hadjam des musulmans, que ce caillou blanc, oui, mais ce que je veux dire, d'immortalité. Il continue, le méridien va jusqu'à Perpignan et même au-delà. Oui, je suis entièrement d'accord, Chris, mais on parle de la géographie sacrée française. D'accord. Tu vois, bon. Si on définit un espace symbolique sacré, Rennes-le-Château occupe au bas du méridien de Paris, c'est-à-dire de la colonne vertébrale de la France, hein, j'insiste, de la France, la même position que ce germe, que ce noyau d'immortalité, que ce germe imputrescible et incorruptible au bas de notre colonne vertébrale. Donc on peut en déduire analogiquement que Rennes-le-Château, c'est l'endroit sacré par excellence, d'où naîtra, si tu veux, l'impérium eschatologique, ce sera le fondement de la Jérusalem céleste, enfin, quelle que soit la tradition à laquelle on appartient. Et l'équivalent, il nous a été désigné par l'auteur le plus ésotérique du cycle du Graal, qui est Wolfram d'Esquenbar, qui dans son Parsifal parle du... Enfin, c'est même l'élément majeur du roman de Wolfram, c'est une pierre mystérieuse, une pierre tombée du ciel qui s'appelle le Lapsit Exilis. Voilà. En plus, Wolfram, il nous désigne très précisément l'endroit où ça se passe. Hein. Si tu lis Parsifal, tu t'aperçois que c'est vraiment au pied des Pyrénées, enfin voilà. Donc, Rennes-le-Château. Hein. Enfin, disons la région de Rennes-le-Château. Ça serait donc le début et la fin d'un cycle. Si tu veux, c'est l'endroit privilégié où peut se dérouler l'eschatologie. Tu vois. Bon, l'eschatologie, naturellement, par définition, elle concerne l'ensemble de la planète. Tu vois. Bon. Mais de toute éternité, dans notre symbolisme soumis au temps et à l'espace, il y a eu des moments privilégiés. Nous sommes là dans un moment à la fois, si tu veux, dramatiquement absurde et en même temps privilégié, parce que si tu as compris à quelle phase du cycle on en est, tu te dis que la délivrance est proche. Hein, au spectacle justement que donne ce chaos universel, hein, donc alors privilégié selon le temps, et des espaces et des lieux privilégiés selon l'espace, tu vois. Bon. C'est-à-dire que les choses doivent se passer, pour le dire encore une fois de la façon la plus triviale, la plus basique, les choses, en l'occurrence l'eschatologie, doivent se passer en un temps donné et prendre appui de façon privilégiée en des lieux précis. Hein, les hauts lieux où souffle l'esprit, hein, dont parlait Barès dans la colline inspirée, bon, les hauts lieux qui ont jalonné, balisé toutes les grandes civilisations, c'est ça, c'était des lieux qui étaient prédestinés, qui étaient privilégiés par la géographie sacrée à se servir de support à des influences spirituelles, et qui à partir de là irriguaient toute la sphère concernée. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour toi, Rennes-le-Château, c'est une colline envoûtée ou envoûtante? Alors, elle a été envoûtée justement, puisque on parlait à l'instant de 1328, de cette date fatidique où la pierre a été retirée parce que les puissances noires
investissait la région. Donc à cette époque-là, et jusqu'à une date récente, elle était envoûtée. Hein. Bon, alors envoûtante, bon, c'est un peu pour rigoler, hein, c'est pour... Voici, elle produit un effet sur les gens. Oui, pour se moquer gentiment de tous les gens qui viennent un petit peu comme des phalènes se taper à la lampe. Hein, bon, voilà. Vont chercher des choses qu'ils trouveront jamais, ou pour les plus fragiles d'entre eux, psychiquement se perdre, hein, voilà, parce que, encore une fois, c'est un lieu de puissance. Hein. Alors ça peut être pour le meilleur comme pour le pire, ouais. Hein, c'est pas indifférent, je veux dire, on ne joue pas avec ça. Et alors on saute par-dessus envoûtante et on peut parler alors là véritablement dans une perspective eschatologique de colline inspirée, débarrassée des influences nocives qui l'emprisonnaient justement, qui étouffaient ce germe d'immortalité, et c'est vers cela qu'on vient. Après les ultimes convulsions, on n'en a pas encore tout à fait terminé. Hein. Bon, j'utilisais une expression alchimique tout à l'heure avec le coagula et le solvay. Là aussi, c'est une expression qui m'est familière. Rennes-le-Château, c'est un peu l'Athanor, si tu veux. Hein, bon, voilà. Où se concocte la pierre philosophale, hein, de la fin du cycle. Et dans le processus alchimique, il faut d'abord une phase de putréfaction à l'œuvre noire. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait fini avec l'œuvre noire. Bon. Mais quand on sait ça, encore une fois, et l'œuvre noire, bien sûr, c'est une image, ça s'étend au spectacle que donne la planète dans son ensemble. Hein. C'est-à-dire un chaos absolument indescriptible, où il n'y a plus de ligne de force, il n'y a plus une ligne directrice. Bon, sur le plan social, si tu veux, c'est la lutte de tous contre tous. Hein, voilà, bon. On a compris qu'on est en phase de dissolution complète, de chaos, etc. Mais encore une fois, pour les gens qui ont lu Guénon, bon, je dis pour les gens qui ont lu Guénon, et surtout pour les gens qui savent encore, qui ont une notion même lointaine de ce qu'est la tradition, et qu'on n'est pas livré comme ça à notre propre sort, qui a une nécessité historico-cosmique à ce que les choses se passent comme elles se passent, mais que l'histoire a un sens. Hein, contrairement à ce que pensent certains contemporains, il y a une finalité, si tu veux. Donc cette finalité, c'est celle-là, c'est le rétablissement de toute chose, la remanifestation de cette vérité primordiale, si tu veux, qui rendra l'homme conscient de ce qu'il est véritablement, de toute sa dignité. Non, je dirais, bon, tu as beaucoup de fans, ça tu le sais, mais tu as aussi des détracteurs, excuse-moi. Je les évoquais tout à l'heure, hein. Pour eux, je suis le petit Satan. Hein. Voilà, justement, qui voit en toi l'instrument de cette contre-initiation que tu dénonces. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bah écoute, j'ai à leur dire d'abord que ça me fait franchement rigoler, parce que ça me met même pas en colère, si tu veux, parce que ça dénote d'une très grande naïveté, et tout ce qui est vraiment très naïf, bon bah ça désamorce la colère. Mais cette contre-initiation, tu en parles... Parce que s'ils savaient vraiment ce qu'est la contre-initiation, ils n'auraient pas la naïveté, si tu veux, d'attribuer à un bonhomme comme moi le titre de... Bon. Mais c'est quoi exactement? Alors, la contre-initiation, là encore, c'est une notion que nous devons à Guénon. Alors bon, bah, les gens qui n'ont pas lu Guénon, si tu leur dis les forces des ténèbres, bon, bah, c'est équivalent, hein. Simplement, la contre-initiation, c'est un côté plus technique, plus enraciné historiquement. Alors, qu'est-ce que c'est pour Guénon, la contre-initiation? C'est la perversion. Justement, bah, tu vois, j'amorçais un petit peu le sujet quand je parlais du fait qu'il n'y a rien de pire qu'une religion qui trahit sa vocation première. Hein. Bah, la contre-initiation, c'est ça. C'est ça, mais à puissance 10, si tu veux. C'est-à-dire que c'est... bon, alors... Je marche un petit peu sur des œufs, si tu veux, parce qu'il va falloir parler de l'Atlantide. Et l'Atlantide, pour beaucoup de nos spectateurs ou lecteurs, etc., c'est un continent imaginaire, etc. Bah non. Pour une lecture guénonaise, encore une fois, hein, vous pensez exactement ce que vous voulez, ça m'est totalement équilatéral, comme dirait un copain à moi, prof de maths, si tu veux. Mais voilà, puisqu'on parle de ça, autant le faire le plus complètement et sans être victime de tabous, de machins, de trucs. Bon, alors je marche sur des œufs par délicatesse, par politesse à l'égard de gens qui partagent pas du tout ce genre de vision de l'histoire du monde, des continents disparus, des civilisations englouties, etc., etc. Mais bon, cela étant dit, c'est quand même dans l'Atlantide, dans la perversion de la spiritualité atlantéenne que la contre-initiation prend sa source. Donc c'est quelque chose quand même de très ancien, hein,
dans le parcours historique de notre cycle. Ça remonte haut, si tu veux. Et c'est redoutable dans la mesure où l'Atlantide a péri justement par la faute de cette perversion du spirituel. Tu vois. Parce que, encore une fois, pervertir le spirituel, ça a des répercussions inévitables sur le temporel et sur le corporel, tu vois, puisque c'est de là que tout prend source, hein, dans une vision, encore une fois, traditionnelle du monde. Hein. Tu sais, la vision, alors encore je vais utiliser un terme de cuistre, la trichotomie platonicienne, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Hein. Bon. Alors, si tu admets cette vision du monde tripartite, bah, voilà, si tu touches au spirituel, bah, tous les étages inférieurs, bah, ils sont impactés ipso facto, tu vois. Bon. Donc, l'Atlantide, qui, à sa belle époque, si j'ose dire, était une très haute civilisation, c'est perverti par, alors là, bon, on va pas entrer dans les détails, si tu veux, par hypertrophie magique, c'est l'éternel piège qui est tendu à l'humanité, si tu veux, le piège des pouvoirs, tu vois, bon, les pouvoirs, l'action sur la matière, l'action sur ses semblables, etc., etc. Globalement, là encore, pour le dire très simplement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, d'une très haute spiritualité, l'Atlantide est déchue, si tu veux, en une hypertrophie magique qui a signé sa perte et qui a donné la naissance à cette contre-initiation. Alors cette contre-initiation, bah, c'est tout simplement une initiation à l'envers, une initiation à rebours. Et au lieu de te conduire à cette source dont on parlait tout à l'heure, hein, d'où nous sommes tous issus et à laquelle nous retournons tous, bah, elle te plonge au contraire, elle ne te maintient pas à l'horizontale, comme dans l'univers profane, si tu veux, qui est neutre, tu vois, qui est indifférent. Il s'occupe ni du haut ni du bas. Bon voilà, c'est les tièdes vomis par le Christ, hein, bon, mais voilà. Mais la contre-initiation, bon, c'est bien pire, si tu veux, elle nous entraîne vers le bas, vers les mondes, hein, inférieurs. Donc voilà, c'est le strict opposé de l'initiation véritable. Je comprends bien cette. Donc c'est une force satanique, si tu veux, dans la mesure où. Qui empêche de revenir à la tradition initiale. Absolument, qui empêche de revenir à tout ce qui est traditionnel, qui défigure, qui déforme tout ce qui est traditionnel et qui empêche l'aspirant justement en quête d'absolu de retrouver sa source, mais au contraire qui lui dit non, la voie elle est là. Et alors une des raisons pourquoi ces forces auraient investi la région de Rennes-le-Château, c'est pour empêcher l'émergence de la tradition. Je vais te sortir une formule de cuistre qu'on peut trouver, enfin il y a longtemps que je n'ai pas feuilleté les pages roses du Petit Larousse, je ne sais pas si ça existe encore, mais corruptio optimi pessima, ça veut dire la corruption de ce qu'il y a de meilleur et la pire des choses, tu vois. Bon, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire plus tu es monté haut, et si tu te casses la figure, eh ben ça fait d'autant plus mal, si tu veux, que tu seras monté plus haut, tu vois. Bon, alors là c'est la façon la plus triviale d'exprimer l'origine, la naissance de la contre-initiation, tu veux, qui est née d'une haute spiritualité, et en se pervertissant, justement, elle pouvait pas tomber au niveau du plancher, si tu veux, mais obligatoirement au plus profond de la cave la plus obscure. Bon. Et les forces maléfiques, hein, contre-initiatiques, qui se sont particulièrement intéressées à tous les hauts lieux en général, puisqu'elles voulaient s'en approprier la puissance, hein, c'est logique, hein, parce que là aussi, un grand thème guénonien qui permet d'expliquer bien des choses, quand l'influence spirituelle qui prenait appui sur les fameux hauts lieux, qu'il s'agisse de Rennes-le-Château ou d'autres, dispersés sur la planète, quand cette influence spirituelle s'est retirée, il reste un substrat psychique, livré à lui-même, tu vois, qui est puissant, qui est redoutable, beaucoup plus que n'importe quoi de matériel, tu vois. Et ce substrat psychique, naturellement, les forces contre-initiatiques, les forces ténébreuses, sataniques, veulent se l'approprier pour décupler leur propre puissance, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc tous les hauts lieux désertés par l'esprit ne sont pas laissés comme ça à l'abandon, en friche, en jachère. Ils sont immédiatement investis, si tu veux, par les forces contre-initiatiques, par les forces sataniques. C'est pour ça que Rennes-le-Château a été longtemps la colline envoûtée, pour faire image. Excuse-moi Chris, je te coupe et je fais une dernière digression. Justement, si on a parlé de Bugarach, si on a parlé de Rennes-le-Château, c'est en dernier, c'est pas pour de très très bonnes raisons. Hein, bon, voilà. Et donc, je ne vais pas dire que ça illustre ce que je viens de dire à l'instant, sur l'appropriation de ces hauts lieux par les forces des ténèbres, ça serait faire beaucoup d'honneur justement aux plus ou moins rigolos ou
braves gens qui se sont laissés piégés par des choses qui méritaient pas même qu'on fasse le déplacement. Le garage 2012, ça fait rigoler tout le monde. Mais moi, ça m'a fait un peu de peine, si tu veux, qu'un lieu aussi important soit livré au public d'une façon aussi dérisoire, aussi caricaturale, tu vois ce que je veux dire. C'est une manière de l'abîmer. Oui, mais enfin bon, j'attends tout autre chose et je voudrais pas que les gens qui ne connaissent Durazès que ça, que 2012, la fin du monde, et puis Rennes-le-Château, les chercheurs de trésors, je voudrais pas qu'ils se limitent à ça. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement pour leur dire, tout ça, alors c'est par les forces contre-initiatiques, faut pas être parano, faut pas exagérer, mais c'est pas non plus, c'est pas du tout Rennes-le-Château, dans leur réalité spirituelle, quoi, voilà.